Bonjour et bienvenue dans ce petit chapitre pratique que j'ai appelé Anti-psychologie épisode 1. Alors de quoi s'agit-il? Vous allez dire, ah, pourquoi il parle de psychologie et d'anti-psychologie? Je vais vous poser quelques questions et vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans certains des comportements qui suivent. Il vous arrive de renforcer une ligne en perte parce que cela vous permet de baisser votre prix de revient. Vous avez acheté 100, ça descend à 50, vous achetez une deuxième action à 50 alors que vous en aviez déjà une, et ça vous fait donc un prix de revient unitaire de 75, en moyenne entre les deux prix d'achat. Facialement, vous avez l'impression que vous allez revenir plus rapidement à l'équilibre puis en plus-value si vous faites ça. Deuxième comportement, vous sécurisez rapidement vos plus-values en bourse, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver sur les marchés. Comme dit l'adage, un tien vaut mieux que deux quand tu l'auras. Autre comportement, vous ne cédez jamais vos lignes en moins-value, parce que la bourse, c'est du long terme. Autre comportement, une fois que vous avez acheté une action, vous n'en suivez plus jamais ni les fondamentaux, ni l'actualité, ni même les performances boursières, en particulier si cette action est en moins-value. Et enfin, vous avez remarqué que dès que vous cédez une action, quand vous la vendez donc, paf, incroyable, elle se met à décoller plein nord. Alors, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous connaissez des gens à qui ça correspond? Mettons un nom sur ces comportements. En préambule, il faut savoir que la plus grande partie des recherches qui ont été faites sur ce thème de finances comportementales nous vient d'un auteur, chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman. Vous avez certainement entendu parler de lui. Il a eu un prix Nobel d'économie. Système 1, système 2 pour les gens qui veulent faire quelques recherches sur ces bouquins. C'est assez passionnant, mais restons pratiques. Hein. On n'est pas là pour faire dans l'académique, on est là pour faire dans le pratique. Donc on va mettre un nom d'abord sur ces comportements. On parle d'aversion aux pertes, on parle de résistance aux pertes, on parle d'aversion au risque ou de résistance au risque, ou d'aversion au regret. On parle aussi à l'inverse d'impatience de réaliser vos gains. Je pense que ça commence à résonner un petit peu dans vos têtes par rapport à une des toutes premières vidéos que j'ai faites qui consistait à réaliser deux expériences. Vous savez, premier cas, c'est moi qui vous paye, deuxième cas, c'est vous qui me payez. Expérience 1 et 2 avec les deux paniers. Alors là, on est exactement là-dedans. Chez un être humain, pour un même montant en valeur absolue, la perte est 2 fois plus douloureuse que le gain n'est agréable. Relisez la phrase 2 fois. La perte est 2 fois plus douloureuse que le gain n'est agréable pour le même montant. Autrement dit, le gain est moitié moins agréable que la perte n'est douloureuse. Prenons un exemple. Si vous faites 100 de moins-value, puis 100 de plus-value, on est d'accord que globalement, vous êtes revenu à zéro, votre performance absolue, c'est de zéro. Par contre, votre performance émotionnelle, elle est de moins 50, puisque la plus-value, pour un même montant, est moitié moins agréable que la perte. Donc, ça ne vous remonte pas d'autant. Okay. Voilà exactement les conclusions auxquelles la recherche scientifique parvient sur les comportements boursiers. Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle l'être humain est plus tenté de prendre des risques lorsqu'il est en perte que lorsqu'il est en plus-value. La conséquence de ça, c'est que vous allez conserver les lignes qui perdent de l'argent malgré le risque de perdre encore plus. Et c'est la raison aussi pour laquelle vous allez vendre les lignes en plus-value trop tôt pour, entre guillemets, sécuriser vos gains. C'est toujours entre guillemets. Ce comportement différencié entre la perception que vous avez de vos plus-values et la perception
perception que vous avez de vos moins-values, c'est ce qu'on appelle l'effet de disposition. Cet effet de disposition, c'est un facteur majeur de la rapidité avec laquelle les particuliers se plantent en bourse. Ok. Maintenant qu'on a mis un nom dessus, on va peut-être pouvoir le reconnaître plus facilement. Faites l'expérience dans la vie courante. Vous verrez, c'est assez étonnant. Posez-vous la question de comment vous vous confrontez à ce genre de choses. Imaginez différents scénarios. Continuons. On a identifié un schéma récurrent qu'on appelle le recours au sophisme de la perte sèche. On essaye, quand on est dans un des comportements que j'ai listés, de donner une caution rationnelle à un comportement qui lui-même est dicté par l'aversion aux pertes. Comment est-ce qu'on va le reconnaître? C'est très simple. La plupart du temps, la phrase de justification, soit qu'on prononce face à quelqu'un, ou plus fréquemment qu'on prononce dans sa propre tête, ça va être « Oui, mais au moins, j'ai pas tout perdu ». Voilà, c'est ce comportement-là qui va justifier chez vous, vous allez renforcer, donc réinvestir sur une action, sur un ETF, sur une ligne qui est déjà en perte. Et c'est la pire chose que vous puissiez faire pour deux raisons. D'abord, quand une ligne est en perte, plus un titre baisse, plus la probabilité qu'elle revienne au niveau de départ baisse également. D'ailleurs, c'est probablement pour ça que vous êtes tenté de renforcer. Mais le fait est que quand vous démarrez à 100, que l'action perd 50% de valeur, elle se retrouve à 50, pour revenir à 100, il ne faut pas qu'elle fasse plus 50, il faut qu'elle fasse plus 100%. Quand on est à 50 et qu'on veut arriver à 100, il faut faire plus 100%. Et la probabilité est plus faible que celle qu'elle continue à baisser, tout simplement. La deuxième raison, c'est que plus vous allez perdre sur une ligne, plus vous allez être tenté de la renforcer. Alors il ne faut pas le faire. Plus vous renforcez une ligne, plus ce sera difficile émotionnellement de la solder. C'est ça le problème. Plus vous renforcez, plus c'est difficile émotionnellement de solder, donc de couper la ligne. Et plus la moins-value augmente, MV, pardon, j'aurais dû le mettre en toutes lettres, plus la moins-value augmente, plus vous aurez l'impression que vos efforts passés auront été vains. Imaginez la situation, je ne peux pas être plus clair, essayez d'imaginer, faites-vous un scénario dans votre tête. Bon, enfin, l'aversion au regret, c'est le fait que le manque à gagner, ça c'est dans l'autre sens, on n'est pas dans une situation nécessairement où on est perdant, on peut être éventuellement gagnant, mais une situation dans laquelle le manque à gagner vous affecte tellement que ça donne une mauvaise image de vous-même. Et ça va vous induire à privilégier le statu quo par rapport à d'autres options qui pourraient éventuellement être disponibles, comme par exemple y retourner sur une société, sur une action, ou alors prendre d'autres supports, d'autres instruments. Dans l'aversion au regret, le fait de privilégier le statu quo, vous allez traiter subjectivement des informations nouvelles pour ne pas avoir à remettre en cause votre choix initial. Parce que quand vous avez une action en portefeuille, vous avez toujours la possibilité de la sortir du portefeuille. Le fait de ne pas avoir à vous remettre en cause, ça va vous inciter à ne plus regarder les infos, les news du portefeuille, les fondamentaux, et revoir votre action avec un regard neuf. Je crois qu'il va falloir quand même que je déclenche, que je désactive mes alertes à l'occasion. Excusez-moi pour ça. Donc une fois investi, vous ne regardez plus les news du portefeuille, les fondamentaux, les annonces, les résultats, etc. Alors que ça vous permettrait probablement de réévaluer l'opportunité d'avoir effectivement cette société en portefeuille, cette ligne en portefeuille. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On a besoin de conclusions pratiques. Maintenant qu'on a mis des noms sur ces comportements, on va essayer d'être pratique. Il y a des comportements qu'il faut éliminer
purement et simplement. On verra exactement comment dans le module Sherpa, mais vous n'avez pas besoin que je développe beaucoup pour comprendre ce que j'ai mis en gras, c'est-à-dire conserver les losers en mode espoir, ça il faut l'éliminer, et renforcer les lignes perdantes. La question c'est définir ce que c'est qu'un loser. Est-ce que quand une société, quand une action perd 4%, on doit forcément la sortir du portefeuille? La réponse est non. Ça dépendra de sa volatilité. Ça dépendra de votre gestion du risque en général, mais de la volatilité en particulier. Donc, conserver les losers en mode espoir, on élimine, on ne le fait pas, on ne le fait pas, on ne le fait pas. Ne vous posez pas de questions, il ne faut pas le faire, il faut les supprimer. On les jette, on les jarte, on les gicle, on les vire. Fini, hop, oust, tu ne mérites pas d'être dans mon portefeuille. Tu t'en vas. Deuxième chose, renforcer les lignes perdantes, ça c'est vraiment essentiel. On ne le fait pas. Ok, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Je ne vais pas rentrer dans des exceptions maintenant. Voilà. Je parle d'une vraie ligne. Si vous avez 0,00001% de votre actif investi dans une action perdante, on peut considérer que vous ne l'avez pas vraiment en portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Bon, revenons à l'essentiel de ce que c'est que la gestion de portefeuille et le trading. C'est une prise de risque. Cette prise de risque, le fait que ces actifs soient risqués, cela ne doit pas vous poser de problème en soi, et non pas en soi, parce que ça ne veut rien dire. Parce que il n'y a que la volatilité qui vous permet de gagner de l'argent. Si les prix ne bougent jamais, vous ne gagnerez jamais d'argent. Pas de PV, pas de plus-value. Pas de volatilité, pas de plus-value. Ok ? Volatilité excessive, on n'en veut pas non plus. Mais pas de volatilité du tout, vous ne gagnerez pas d'argent. C'est comme ça. Décidément, j'ai beaucoup de typos dans cette présentation. Parce que l'être humain est tel qu'il est, la bourse et le trading sont donc contre la nature humaine. Ça, c'est la conclusion des recherches qui ont été menées. Il faut embrasser cette réalité et donc, devant vos écrans de passage d'ordre, il faut cesser d'être humain. C'est extrêmement inconfortable, mais c'est la seule façon de performer de façon régulière. Pour être plus rationnel, il y a des gens qui vont vous expliquer qu'il faut travailler votre profil psychologique. Non, c'est des conneries, littéralement, je ne peux pas dire mieux. Il faut discipliner votre comportement. C'est pas de travailler votre mental, c'est discipliner votre comportement. J'espère que vous saisissez la nuance. On n'est pas en train de se dire qu'il faut se mettre dans le mental de l'image d'Épinal du gestionnaire d'actifs que vous pouvez avoir en tête et qui est véhiculé par les films. Non, il faut discipliner votre comportement. Il faut que ça soit une activité peut-être agréable, éventuellement, mais dans tous les cas, dénuée à la fois de stress excessif, d'émotions fortes. C'est discipliner le comportement qui compte. Parce que votre psychologie ne doit pas s'exprimer. Le matin, vous vous levez, vous avez tous les jours un autre état psychologique probablement. Il y a des jours avec, des jours sans, des jours où vous avez mal au dos, des jours où vous avez mal au ventre, des jours où vous avez des gens que vous ne voulez pas voir, des gens que vous êtes content de voir, des banquiers à écouter, des médecins, peu importe, des administrations. Tout ça a une influence, votre vie a une influence, votre vie courante a une influence sur votre psychologie. Cela ne doit pas s'exprimer lorsque vous êtes face à votre interface de passage d'ordre. Je vous rassure, donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut travailler sa discipline et pas sa psychologie. Il existe des méthodes concrètes pour tendre vers plus de rationalité, c'est-à-dire moins d'humanité devant les écrans de trading. On verra ça en détail dans le module harmonie. Alors ça n'a rien de magique non plus, mais il y a des techniques qui existent. Il ne faut pas les surestimer, mais il ne faut pas non plus les négliger. Okay ? Donc en résumé, en pratique, il faut être, je pense, et c'est mon message personnel,
plus humain dans la vie avec les autres et moins humain sur les marchés. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Je pense que je vais aller profiter du beau soleil que nous avons aujourd'hui pour aller marcher un petit peu. Allez, à bientôt. Ciao!